tous les reporters, il y a des pellicules qui s'échappaient, voilà, c'est tout clair. Il y a même des photographes américains qui nous sollicitaient, puisque le SCA de l'époque était totalement prioritaire sur tous les moyens de locomotion. Bon, c'est-à-dire avion, surtout hélicoptère. Donc dans un hélicoptère, il ne manque pas beaucoup de monde. Quand il y avait une place libre, elle était pour le reporter SCA. Donc il y a beaucoup de gens beaucoup de reporters de toute la presse européenne et puis voire aussi américaine qui restaient sur le champ et étaient tout contents de retrouver nos images. Et comme nous n'étions pas des enfants de cœur, on leur a souvent refilé des bobines vierges. Mais enfin, eux, quand ils rentraient, ils avaient au moins une bobine, ils avaient un petit peu de matériel pour montrer qu'ils étaient sur place. Je crois que c'était ça le but de la manœuvre. Sinon, toutes les photos publiées passaient déjà par les grandes agences. Et bon, c'était là, à nos risques et périls, de pouvoir diffuser des photos en sortant du cadre légal. C'était très vite fait, le dérapage. Surtout que nous étions tout de même sollicités par toute la presse, par toute la propagande d'opposition à ce conflit. Moi, par exemple, j'ai fait une couverture avec la photo d'une petite fille accrochée dans le dos de sa mère, qui fuyait. D'ailleurs, c'était le premier rep qui était en train de les faire cavaler, entre guillemets, et cette gamine est absolument terrorisée par mon appareil de photo qu'elle prenait pour une arme. Bon, moi j'ai été photographier le regard de cette gamine parce qu'à lui seul, il évoquait toute la terreur d'une guerre. Bon, c'était pas la peine d'aller photographier une scène de torture, parce que, bon, généralement, la présence des photographes n'était pas tellement vécue, déjà à l'époque. Non, je veux dire, c'est plutôt des photos comme ça, des photos de décors J'avais publié une photo de décor de Kabylie, Amirouche est mort, Sidi Amli s'est rallié, enfin, quelques photos de propagande FLN qui montraient qu'il n'y avait pas que le contingent sur le terrain, il y avait aussi une armée de libération active, la preuve. Ce qui m'a attiré certains ennuis en mois d'août 59, où la police a débarqué chez mes parents à Paris, puisque j'étais domicilié chez mes parents, moi que n'habitant plus là depuis longtemps. Et ils ont recherché certains documents. Et bon, ça a été un trouble, mais enfin, ça n'était pas dramatique. C'était pas des bruits qui circulaient, mais on savait très bien qu'un tel, et n'était pas tellement, on sait très bien, dans un milieu où il y a un minimum de communication, de culture, ceux qui n'étaient pas tellement du côté du conflit. Par exemple, au Fort d'Ivry, le jeudi matin, le Canard enchaîné passait à l'époque le jeudi matin, tout le monde lisait le Canard au rapport, au milieu de la cour. Bon, et toute la presse de gauche était diffusée à travers le contingent. Donc, en général, le niveau de culture n'était pas celui du bidas lambda, qui traînait dans les casernes avec une quille autour du cou et un litron à la main. Tout était dangereux. On avait d'ailleurs, il y avait une peur latente, il ne faut pas le cacher, mais enfin il y avait aussi l'inconscience de la jeunesse et du reporter photographe. On est un peu invulnérable quand on fait des photos. J'ai pas été inquiété, j'ai même terminé mon temps là-bas. Enfin, j'ai pas terminé mon temps à Alger, j'ai terminé mon temps au Fort d'Ivry à Paris, mais j'ai pu continuer en septembre mes reportages. Tout le temps chaperonné par un reporter professionnel, militaire, des garçons qui avaient donc 30-35 ans, un peu plus âgés que nous, et qui étaient, ce qui est normal, un peu prioritaires sur les opérations, et bon, qui pour leur image de marque continuaient à... Bon, on était un petit peu en deuxième ligne.